Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Royaume des émotions, repère des passions. Le stade concentre le patrimoine immatériel d'un club, et si l'on n'en est pas convaincu, il suffit de connaître le surnom d'Old Trafford, ou du Celtic Park. Mais au-delà du théâtre des rêves, au-delà du paradis, le stade incarne aussi des enjeux bien tangibles et physiques. Alors que le football moderne s'accélère, il semble aujourd'hui essentiel de posséder son écran. Qui aujourd'hui le détient ? Alors intuitivement, et à une époque où le foot se consomme en grande partie à distance, que ce soit les matchs qu'on regarde à la télé, les maillots qu'on achète sur internet et les réseaux sociaux du club qu'on suit sur son smartphone, avec tout ça on a peut-être tendance à sous-estimer à quel point le match en lui-même et les revenus liés à l'exploitation d'un stade sont importants. En 2016-2017, le Matchday Income, qui comprend les achats de billets plus la consommation d'autres produits ou de services dans le stade, représentait par exemple 18% du revenu total de Chelsea, 20% pour Manchester United et Liverpool, 24% pour Arsenal. Alors que les contraintes du fair play financier augmentent plus que jamais la nécessité de générer ses propres revenus, on voit que le stade est un outil business fondamental. Au-delà de la billetterie, l'enjeu pour beaucoup de clubs devient donc de créer un espace commercial qui vient complémenter le match, restauration, produits dérivés, etc., mais qui est de plus en plus amené à le dépasser. Hôtels, cinéma, concerts, stades ouverts 365 jours par an, nos enceintes changent. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit point sur la situation des clubs européens par rapport à leur stade. Et alors, je vous donnerai quelques éléments généraux à la fin, une petite synthèse, et on reviendra aussi sur le cas des clubs français, qui est intéressant, mais pour l'instant j'ai décidé de partir sur une examination cas par cas des 15 premiers clubs à l'indice UEFA. On commence donc par le Real Madrid, qui possède effectivement le Santiago Bernabéu depuis sa construction en 1947. Alors aujourd'hui des plans de rénovation significatifs sont en cours et devraient durer jusqu'en 2023, pas pour étendre la capacité du stade, qui avec 81 000 places fait déjà partie des plus grandes enceintes d'Europe, mais pour le rendre plus haut, de 10 mètres. L'objectif c'est effectivement d'ajouter un toit, mais aussi un centre commercial et un hôtel. C'est un projet qui est estimé à 525 millions d'euros et qui devait être en partie financé par un naming du stade, avec la compagnie pétrolière Cepsa, qui était bien placée pour rafler la mise, mais elle a finalement décidé de se retirer, estimant que le nom Estadio Santiago Bernabéu était si légendaire et si ancré qu'un naming serait inefficace. Le Barça ensuite possède également le Camp Nou depuis sa construction en 1957, avec une capacité de 99 354 places, c'est le plus grand stade d'Europe. Mais il pourrait encore s'agrandir, puisqu'un projet de rénovation est censé aboutir en 2023. Le but, transformer cette immense arène à ciel ouvert en un joyau intégralement couvert. Passer à 105 000 places et développer, évidemment, des espaces de consommation annexes pour accroître davantage un revenu annuel qui est le plus élevé pour une organisation sportive dans le monde, 914 millions d'euros de recettes en 2017-2018. Troisième club à l'indice UEFA, le Bayern possède effectivement l'Allianz Arena, mais pas depuis toujours. Quand le stade naît à l'aube de la saison 2005-2006, il est partagé par deux propriétaires, le Bayern et le Munich 1860. Les galères financières du 1860 le poussent à céder ses parts au Bayern pour se sauver, tout en continuant à évoluer à l'Allianz Arena en tant que locataire jusqu'en 2017, date à laquelle le club est relégué en 3ème division allemande. Le contrat de naming que détient la société d'assurance Allianz, lui, expirera en 2035. L'Atlético ensuite, et bien sûr, on connaît tous le Wanda Metropolitano flambant neuf qui a accueilli la dernière finale de Ligue des Champions. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le stade existe en fait depuis 1994. Construit par la communauté de Madrid dans l'espoir d'accueillir les mondiaux d'athlétisme, puis abandonné en 2004, avant d'être finalement racheté par l'Atlético en 2013, considérablement transformé, et rénové pour passer de 20 000 à plus de 67 000 places. Aujourd'hui, il est l'un des bijoux du foot européen, et appartient à 100% à un club qui ne cesse de grandir. La Juventus maintenant possède également l'Allianz Stadium depuis sa construction en 2011, c'est peut-être un peu surprenant pour un club de la stature de la Juve, mais il compte à peine plus de 40 000 places, il est aussi l'un des 4 stades italiens seulement, appartenant à un club. Manchester City, sur la 6ème marche de l'indice UEFA, est donc le premier club de notre liste à ne pas posséder officiellement son stade. L'Etihad a vu le jour en 2002, à l'occasion des Commonwealth Games,
Il a été rénové dans la foulée pour abandonner sa piste d'athlétisme, puis en 2015, avec une capacité augmentée de 47 000 à 55 000 places. Le propriétaire est donc resté la ville de Manchester, le Manchester City Council, ce qui explique le surnom que les locaux donnent à l'Etihad, le fameux Council House, mais tout ça, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, le club a négocié un accord de leasing qui les rend quasi propriétaires. En fait, en échange d'une faible somme payée annuellement, le club s'engage à régler tous les coûts de maintenance, d'opération, tous les travaux, mais perçoit 100% des revenus liés à l'exploitation du stade. Autre manœuvre très avantageuse, le club paye 3 millions de livres par an à la ville de Manchester pour bénéficier d'un droit de naming que les propriétaires de Manchester City ont cédé à Etihad pour 35 millions de livres annuels. Pas grand chose à dire au sujet de Séville ensuite, qui se hisse à la 7ème place du classement grâce à ses triomphes en Europa League lors des saisons 2014-2015 et 2015-2016. Le club est propriétaire du Ramon Sanchez Pizjuán depuis sa construction en 1958. C'est plus complexe en revanche lorsqu'on aborde le Parc des Princes, qui appartient à la ville de Paris, dont le PSG n'est donc pas officiellement propriétaire, mais qui est en concession à la SESE, la Société d'Exploitation Sport et Événements, qui est aujourd'hui sous contrôle de QSI. Le bail de concession du Parc des Princes a d'ailleurs été renouvelé en 2014 par la ville de Paris pour une durée de 30 ans. C'est ce qu'on appelle un bail amphithéotique, qui donne les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un propriétaire, prise en charge de tous travaux, mais pleine disposition des revenus. Arsenal possède l'Emirates depuis sa construction en 2006 et n'a d'ailleurs bénéficié d'aucune aide publique pour le financer. Une charge qui a pesé lourd et qui a amorcé en bonne partie le déclin relatif du club. Porto possède également les Stadio do Dragão depuis sa construction en 2003. Il a coûté un peu plus de 100 millions d'euros, payé en grande majorité par le club et financé notamment par un naming, pas du stade en lui-même, mais des tribunes. Le virage sud est donc le virage Superboc, au nord le virage Coca-Cola. Les tribunes latérales sont les tribunes Meo et Moche. Liverpool, lui, est aussi propriétaire d'Anfield, alors pas depuis sa construction, puisque de 1884 à 1892, c'était effectivement le stade d'Everton, mais propriétaire d'Anfield depuis la naissance du club, en 1892 donc. Un départ a été envisagé il y a une dizaine d'années, mais finalement le club a préféré miser sur une rénovation, avec un passage de 46 000 à 54 000 places en 2014. Aujourd'hui, les propriétaires cherchent une solution pour l'agrandir encore, objectif 60 000 places. On passe à Chelsea, et comme pour Liverpool, Stamford Bridge, construit en 1876, prédate le club, qu'il a occupé en revanche dès sa naissance, en 1905. Alors là, c'est peut-être la situation la plus particulière de ce top 15, puisque le stade appartient et est sous contrôle de Chelsea Pitch Owners plc, une organisation dont les actions sont en grande partie détenues par les supporters de Chelsea. C'est une organisation qui possède Stamford Bridge donc, mais aussi le nom Chelsea FC. Les deux sont ensuite gracieusement prêtés au club, mais si demain Chelsea décide de déménager dans un autre stade que Stamford Bridge, sans obtenir un vote à 75% des actionnaires de Chelsea Pitch Owners, le club devra obligatoirement changer de nom. Alors pas sûr que ça se fasse de sitôt pour autant, puisque tous les revenus liés à l'exploitation de Stamford Bridge reviennent à Chelsea, qui a pour ambition en revanche d'agrandir, ce qui est fondamentalement un petit stade, 40 000 places seulement. Le projet pourrait être concrétisé d'ici 2023-2024. Pendant ce temps, Chelsea jouerait à Wembley. Dortmund ensuite, qui est effectivement propriétaire du Westfalenstadion, mais ça a été une histoire tumultueuse. Le stade est progressivement passé entre les mains de la ville de Dortmund, du club, puis cédé à un fonds immobilier au début du millénaire, à une époque où le Borussia était en grave péril financier, avant d'être finalement racheté en 2006 grâce à un prêt de la banque américaine Morgan Stanley. Pour alléger le financement de cette acquisition, un contrat de naming a été négocié avec la société d'assurance Signal Iduna, un contrat qui va d'ailleurs bientôt expirer, en 2021. Enfin, le Stadio San Paolo, dans lequel évolue le Napoli, appartient à la ville de Naples, et pour toute l'histoire qu'il incarne, est un frein majeur aux aspirations du club. Vétuste, peu accueillant, même carrément dangereux, le stade est régulièrement menacé par l'UEFA, qui ne le juge pas à la hauteur de ses standards. À la quête d'un outil plus en phase avec son temps et ses aspirations, le Napoli cherche des solutions, mais la ville est peu conciliante, pas sûr que les prochaines années connaissent un dénouement heureux. Pour parler rapidement des clubs français, enfin, seuls 4 possèdent leur stade, l'AG Auxerre, l'AC Ajaccio, le Gazélec Ajaccio et bien sûr l'OL. En 2014, Jean-Michel Aulas expliquait son choix ainsi. Il y a une corrélation directe entre le fait d'être propriétaire
et le fait d'être dans les 15 premiers du classement à l'indice UEFA, on a bâti un plan sur 10 ans, qui va nous faire passer progressivement de 20 millions d'euros par an de revenus supplémentaires à 80 millions d'euros. Nice, Bordeaux et Lille ont également saisi l'opportunité de l'Euro 2016 pour construire un nouveau stade, mais en ayant recours au partenariat public-privé, et les clubs restent locataires de leurs enceintes. L'OM, en revanche, ne possède pas à proprement parler le Vélodrome, mais a signé il y a quelques mois un contrat d'exploitation avec la société Arema, qui va lui permettre d'en devenir l'exploitant exclusif et de récupérer la totalité des revenus générés par le stade, en échange d'une somme payée annuellement et dont le montant n'a pas filtré. En synthèse, on peut dire qu'en France, et pour l'instant, c'est très rare d'être propriétaire, comme en Italie, où il n'y a que 4 clubs qui le sont, c'est la Juve, l'Atalanta, Sassuolo et Udinese. En Espagne, c'est à peu près moitié-moitié, comme en Allemagne. En Angleterre, en revanche, tous le sont, ou presque. Des réalités différentes qui éclairent l'histoire footballistique de ces nations, mais aussi peut-être leur avenir. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, comme vous le savez, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. De l'autre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt. Bisous.